BFM Business, BFM Crypto, les pros. Étienne Braque. Bonjour à tous et bienvenue dans BFM Crypto les pros. Comme tous les vendredis, vous avez l'habitude de ce rendez-vous, un peu plus de 20 minutes pour balayer l'actualité crypto de ces derniers jours, avec un crypto qui fait une pause après les records qui ont été touchés ces derniers jours. Un Bitcoin qui perd quasiment 5% à 68 000 $, l'Ether également qui redescend sous les 4 000 à 3 700 $. On verra cela dans un instant avec Vincent Gagne et puis avec nos deux autres invités, Stanislas Barthélémy et Owen Simonin. Nous reviendrons sur toute l'actualité crypto de la semaine de ces derniers jours, à commencer notamment par le Dogecoin qui fait encore parler de lui aujourd'hui. La mise à jour d'Ether qui a été effectuée en milieu de semaine. Quels sont les grands changements? Ça change quoi pour vous, auditeurs, téléspectateurs? On parlera de tous ces sujets dans quelques minutes. Mais juste avant, c'est Vincent Gagne qui est avec nous. Bonjour Vincent. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Vous êtes analyste technique indépendant. Nos téléspectateurs, auditeurs ont l'habitude de vous retrouver dans ce rendez-vous dédié aux cryptos. Bon, pour une fois, je ne vais pas parler de niveau record, parce que depuis lundi que je présente cette émission de jour en jour, on a des plus hauts historiques sur le Bitcoin notamment. Aujourd'hui, c'est quelques prises de bénéfices. Oui, effectivement. Alors, on se retrouve avec les auditeurs en séance haussière et assez rarement en séance baissière depuis quelques mois. Alors, effectivement, la volatilité fait son grand retour sur le cours du Bitcoin. Ça a commencé hier, en début d'après-midi. Vous en avez parlé sur votre antenne suite à la publication de l'inflation aux États-Unis, alors plus précisément des prix sortis d'usine, et qui viennent entretenir cette crainte, cette résurgence finalement que la désinflation prenne plus de temps que prévu. Alors au final, quelles conséquences pour le cours du Bitcoin? Cela a mis un terme à 6 semaines consécutives d'inertie haussière, donc il faut quand même reposer les choses, reposer le contexte. 6 semaines consécutives de hausse quasi verticale pour le cours du Bitcoin qui lui avait permis de retrouver dès le début de semaine son ancien record historique, donc celui de 2021, et dans le développement de la semaine, de le dépasser. Sur le contrat futur Bitcoin, on a dû atteindre un peu plus que les 74 000 $. Donc déjà, quand même, un peu de contexte par rapport à ces 4-5% de baisse sur la séance du jour. C'est pas grand-chose lorsqu'on prend tout le mouvement en place depuis quelques mois. Donc permettez-moi quelques observations techniques. Alors cette correction à court terme, puisque pour moi j'estime que c'est une correction dont la dimension, dont la portée sera le court terme, elle a été indiquée par l'incapacité de Bitcoin en fait, à se maintenir au-dessus de son ex-ATH, son ancien record historique. Donc c'est la cassure des 69 000, 70 000 $ qui a donné le top départ. Est-ce que c'est surprenant? Moi je réponds non et 1000 fois non. Même dans un marché haussier de fond comme l'est le cours du Bitcoin actuellement, qui est dans son nouveau cycle haussier, monter en ligne droite, ça ne dure jamais. D'ailleurs c'est même assez mauvais. Et Bitcoin a toujours alterné des phases d'impulsion haussière, parfois d'inertie haussière, et c'est probablement ça qu'on corrige, à cette inertie depuis début février, et les phases de correction. Et d'autre part, lorsqu'on prend toute l'histoire de Bitcoin, un regain comme ça, déjà les statistiques de volatilité de Bitcoin, tout le monde les connaît, il y a un regain de volatilité lorsque Bitcoin se présente au contact d'un prix historique important, là aussi, ce n'est pas vraiment surprenant. Alors, je termine avec quelques observations, puis je vous rends la parole. Il y a autre chose qui était intéressant de noter, c'est du point de vue du processus monétaire de Bitcoin, vous savez, ce fameux halving. En général, Bitcoin retrouve son ancien record historique dans les semaines qui suivent le halving. Or là, il avait retrouvé son ancien record historique quasiment 6 semaines avant. Donc on peut voir que ce nouveau paramètre des ETF a probablement, moi je ne parlais pas d'une bulle, parce que parler d'une bulle, c'est annoncer derrière un crack, et moi ça je n'y crois pas, mais c'est probablement cet excès, je dirais, cette euphorie, cet excès d'inflow sur les ETF depuis quelques semaines que nous sommes en train de corriger. Alors d'un point de vue graphique, et j'ai presque terminé, moi je situe l'amplitude maximale de la correction, mais encore une fois ce n'est que mon avis, autour des 60 000 $. Maintenant, si jamais on devait tenir le point bas d'aujourd'hui, mais j'en suis pas certain, il faudrait dépasser une résistance pour repartir à la hausse. Et la résistance, bien maintenant, juste au-dessus du cours, c'est les 69 000, 70 000 $. Donc voilà, moi je ne serais pas surpris qu'on aille chercher un point bas autour des 60K. Et puis repartir derrière dans le sens de la tendance. Et puis, enfin, naturellement, la semaine prochaine, Bitcoin ne sera pas sous l'influence de ses fondamentaux, probablement même pas des gros niveaux techniques, mais il sera sous l'influence, comme d'ailleurs toutes les classes d'actifs, des annonces de la Fed mercredi prochain. Et Jérôme Powell qui est attendu au tournant. Merci beaucoup Vincent Gagne de nous avoir accompagné, analyste technique indépendant. Deux invités donc aujourd'hui avec nous, Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube HR et CEO de Meria. Bonjour Owen, merci d'être avec nous à distance. Dans un instant avec vous, on va parler du Dogecoin notamment, et puis Stanislas Barthélémy, senior manager crypto Web3 chez KPMG. Pour rebondir à ce que vient de nous dire Vincent Gagne sur les niveaux techniques, mais aussi sur le formidable rebond depuis le début d'année de Bitcoin. Votre impression par rapport
à ces niveaux qui ont été touchés ces derniers jours et puis surtout à ces ETF qui, bien sûr, ont mis des flux majeurs sur Bitcoin aujourd'hui, Stanislas Barthélémy. Tout à fait. C'était pas forcément facile d'estimer quels allaient être les volumes sur les ETF et au bout de 2 mois maintenant, on a du recul pour dire que c'est un franc succès comparé à 2 ETF sur d'autres commodités comme l'or par exemple. Et c'est vrai quand on analyse les cycles précédents de Bitcoin, c'est toujours, il y a toujours une sorte de pattern qui se répète et notamment de moments où le Bitcoin prend une respiration et c'est des moments qui peuvent même être assez brutaux et descendre de moins 30%. Donc c'est facile de parler du passé un peu plus dur du futur, mais pour dire que c'est pas très inquiétant qu'en soi il y a des fondamentaux qui sont là, mais aussi ce que disait Vincent Gagne, j'appuie ce propos, c'est qu'on peut abstraire Bitcoin non plus des conditions macroéconomiques avec les positions de la Fed ou les résultats sur l'inflation. Avec bien sûr des baisses de taux qui sont de plus en plus anticipées. C'est devenu un sujet majeur pour les marchés. On en reviendra bien sûr dans les prochains jours, notamment dans BFM Bourse. Du côté de l'actualité, on a également le Dogecoin qui n'échappe pas à ce bull run sur les cryptos. Stanislas Barthélémy, avec notamment la Dogecoin. Donc on rappelle, c'est Elon Musk qui est derrière. On est passé de quelques centimes à quasiment 16 cents aujourd'hui. Mais là, on était quasiment au tapis à zéro encore fin 2023. Disons qu'il y a une sorte d'acmé du même coin en ce moment. C'est-à-dire que quand on repart en phase d'euphorie, on a ces projets qui ont des fondamentaux de l'ordre de la blague. Et Elon Musk surfe sur cette vague plus que n'est à l'origine du projet. Et justement, dans ce jeu qu'a Elon Musk sur les cryptos depuis plusieurs années, c'est un épisode numéro 232, si je puis dire, où Elon Musk s'amuse, quelque part fait une pantomime, où il reprend certains codes de l'écosystème crypto en disant Dogecoin to the moon. Et derrière, il ajoute peut-être qu'on pourra acheter des Tesla avec du Dogecoin. Donc ça, c'est on va dire le jeu d'Elon Musk qui s'amuse. Ce qui est aussi intéressant derrière Elon Musk, c'est qu'il évite le sujet Bitcoin notamment, puisqu'il avait ses entreprises en ont. Tesla en a par exemple, mais il a dit qu'il permettrait d'acheter des Tesla avec du Bitcoin le jour où on dépasserait entre guillemets un mix énergétique derrière le Bitcoin de 50% d'énergie renouvelable. C'est difficile à estimer, mais normalement on l'a dépassé et là-dessus on l'entend un peu moins. Donc c'est un peu l'écume des choses, ces positions successives d'Elon Musk. Owen Simonin, comment vous voyez la flambée ces derniers mois de Dogecoin et puis aussi de tous ces tokens aussi qui prennent de l'ampleur, qui rentrent dans la vague de l'envolée de Bitcoin? En fait, si on se concentre sur les mêmes coins, c'est vraiment particulier parce que ça existe depuis toujours. Dogecoin est lui-même à la base une blague. Certes, la blague la plus lucrative de notre siècle, puisqu'il s'agit d'une valorisation à 23 milliards de dollars à l'heure où je vous parle. Et mine de rien, quand des gens gagnent beaucoup d'argent avec une blague, ils ont tendance à chercher d'autres blagues sur lesquelles investir. Et c'est vrai que dès que le marché des crypto-monnaies s'envole violemment, il y a une phase d'euphorie. Les gens veulent des multiples violents rapidement et se tournent parfois vers les mêmes coins. On les reconnaît parce que 80% d'entre eux, ce sont des animaux, des têtes de chiens, à l'instar de Dogecoin finalement, mais il y en a beaucoup d'autres, à l'instar de quelques gros mèmes d'Internet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça relève plus du pari que de l'investissement. Et globalement, les grands gagnants sont souvent ceux qui ont créé ces mêmes coins et pas ceux qui vont les acheter après coup. Donc, il faut que les gens en aient simplement conscience, entre guillemets, et qu'ils ne pensent pas réaliser un investissement sur un fondement technologique incroyable, mais qu'ils comprennent bien qu'ils sont en train d'investir dans une blague qui est partagée par d'autres personnes et qui, c'est le jeu du qui rentrera avant l'autre et qui sortira en premier. En tout cas, sur les mêmes coins, c'est un petit peu ça, même s'il y en a, comme le Dogecoin, par exemple, qui sont là depuis des années, qui perdurent et qui profitent évidemment de la hausse des crypto-monnaies quand il y a une hausse globale qui les touche toutes, comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, tout simplement. Quel est votre avis sur le Bitcoin? J'ai oublié de vous poser la question aujourd'hui, Owen Simonin, mais par rapport à cette euphorie qu'il y a depuis le début de l'année, on doit être à 70% de hausse depuis le 1er janvier. Comment vous voyez les records qui ont été touchés ces derniers jours, notamment sur Bitcoin, au-delà des 73 000 $? Je pense que c'est un flou qui est... On va dire que la brume est vraiment très opaque, dans le sens où on n'a jamais connu ça. On a senti le marché et l'intérêt des gens qui est revenu après ces records. Généralement, c'est toujours une phase où tout le monde s'intéresse aux crypto-monnaies, qu'on les atteint. En tout cas, c'était le cas en 2021 et en 2017. Là, c'était nouveau. C'est vraiment ces ETF qui ont créé une pression acheteuse folle. Et c'était une pression acheteuse qui était sourde, finalement, puisque c'était quelques grosses institutions qui ont acheté massivement des bitcoins et qui ont fait monter les prix. Pour la première fois, Bitcoin atteint son record, donc son record précédent, qui était de 69 000 $ en 2021. Il l'a atteint en moins de 2 ans et demi, alors que d'habitude, il prend
presque 4 ans à venir briser son précédent record. C'est quelque chose de nouveau. On se rend compte qu'il y a des nouveaux qui sont à la table des crypto-monnaies, notamment Wall Street, et on se rend compte que tout comme ils peuvent apporter une pression acheteuse folle, et silencieuse, ils peuvent apporter cette même pression vendeuse. Ce qui veut donc dire que maintenant, il y a des plus gros portefeuilles sur le marché, qu'il n'y a plus seulement, entre guillemets, le retail et quelques entreprises, ce qui veut donc dire qu'ils peuvent inverser la pression et la tendance tout aussi rapidement qu'ils ont poussé Bitcoin vers des plus hauts. On risque d'avoir une fièvre de Bitcoin et de le voir toucher des records qui sont complètement fous dans les mois et dans les années à venir, tout comme ça peut s'arrêter très très vite, bien plus vite que les particuliers qui investissent dans Bitcoin et qui en achètent n'auront la capacité de le comprendre. Ça risque donc d'être dangereux parce qu'on n'a pas de visibilité, mais ça peut évidemment être une opportunité. Comme on le dit souvent, si on peut saisir une opportunité et réaliser un vrai multiple et un vrai profit, c'est parce qu'on prend des risques qui sont tout aussi proportionnels. Je pense que c'est vrai plus que jamais dans le monde des cryptos. Et quel est votre feeling là à court terme sur le Bitcoin quand vous êtes en échange avec votre communauté, notamment sur YouTube ? Oh, vous savez, plus j'avance, plus j'ai des convictions dans le monde des crypto-monnaies, mais plus de certitude. Ça fait longtemps que je n'essaye pas de jouer le court terme parce qu'à chaque fois que je m'y suis essayé, je me suis brûlé les mains. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu comme la bourse. Ça apprend à rester humble. Bon, malheureusement, cette phase d'euphorie sur les bitcoins, elle attrape aussi des arnaques, des personnes qui arrivent là pour faire du phishing. Stanislas Barthélemy, avec depuis le début de l'année, de plus en plus d'attaques qui sont repérées. Qui dit augmentation des cours, dit retour d'un traitement médiatique plus développé, dit de nouveaux adoptants. Et effectivement, ça devient un terrain de jeu formidable pour les arnaqueurs. Alors le problème, c'est pas la crypto, c'est les arnaques qui sont vieilles comme le monde, si je puis dire. Même sur Internet, les brouteurs, ça existait avant la crypto. Et le risque aussi, je rejoins la prudence de Owen, c'est-à-dire qu'on parlait des mêmes coins, mais c'est que ces nouveaux adoptants, il faut maîtriser un peu les codes crypto. C'est-à-dire que s'ils ont envie, par exemple, de sortir des intermédiaires type Meria, il y en a d'autres, et d'aller directement sur des portefeuilles numériques. Et là, on se met en danger puisqu'il y a des pratiques de sécurité à avoir. Et donc facilement, un lien cliqué dans un mail, une signature avec son portefeuille, met rapidement en danger ses fonds. J'ai envie de dire, c'est la contrepartie de la souveraineté qu'offrent ces technologies. Et donc, ce qu'on voit, c'est un développement des arnaques qui est, on va dire, le corollaire de cette hausse des cours et ce qu'on a déjà vu sur de précédents cycles. Donc, effectivement, c'est triste de voir ça et c'est aisé de perdre son argent, malheureusement. Et malheureusement, ce n'est pas lié qu'au Bitcoin. C'est comme ça sur de nombreuses classes d'actifs. Alors bon, parfois, Owen, on a des cyber qui arrivent quand même à se faire attraper. C'est le cas notamment aux États-Unis suite à une collaboration entre le département américain de la justice et puis la société Tether. Tout à fait. Tether qui est le plus gros stablecoin finalement et le Department of Justice, DOJ, qui ont collaboré ensemble. Alors il faut savoir, bien que ça ne déplaise à certains, Tether, en étant un stablecoin centralisé, a des outils de gel des avoirs. C'est-à-dire qu'ils peuvent geler des stablecoins, des Tethers, dans le porte-monnaie d'utilisateurs. Bien que ça déplaise à certains qui aiment la liberté de leurs fameuses cryptos, d'autres sont bien contents quand ils se les ont fait voler de pouvoir les geler. Et donc avec cette collaboration avec le Department of Justice, ils ont réussi à récupérer de l'argent et c'est un cas d'étude relativement intéressant. On parle de 14 millions de dollars. C'est pas ça qui est le plus intéressant, c'est de voir le processus. En fait, ce sont principalement des personnes âgées qui sont la cible d'arnaques, des pop-ups sur leur ordinateur, comme on pourrait avoir des arnaques dans n'importe quel domaine. Sauf que là, quand la personne a l'impression qu'elle est menacée, il y a un numéro de contact qui lui propose de le contacter. Sauf que ce contact, c'est tout simplement l'arnaque. C'est un arnaqueur. Ce n'est pas du tout un banquier qui veut vous aider à protéger votre argent. C'est une personne qui vient et qui vous explique que votre compte est en danger et que le seul moyen de le sécuriser, c'est de changer le tout en crypto-monnaie et d'envoyer ça vers une adresse. Évidemment, l'adresse du fraudeur. Quand ils ont réussi à bien comprendre le réseau d'ampleur et les méthodes de communication et de distribution de ces pop-up, la DOJ ont contacté Tether et Tether se sont mis à disposition de la DOJ afin de geler certains fonds et de récupérer, en l'occurrence, les fonds des utilisateurs. Pour le coup, c'est aussi important parce que le département de la justice remercie publiquement Tether et c'est quand même assez rare d'avoir des petits signes de la sorte qui sont faits entre des institutions du gouvernement et pour le coup des entreprises privées. Voilà donc pour ce cas américain. Et puis pendant ce temps, aujourd'hui, enfin même c'est pas aujourd'hui, mais ces derniers jours et même ces derniers mois, c'est une tendance globale. L'Union européenne ne cesse de faire de la régulation, mettre des règles. Alors bon, ça fait souvent débat, notamment autour de l'intelligence artificielle, de l'innovation. Bon, en tout cas aujourd'hui, Stanislas Barthélemy, l'Union européenne qui approuve de nouvelles mesures de sanctions, avec notamment un volet qui concerne les cryptos.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe, via son cadre qui s'appelle MiCA, on en a parlé souvent sur ce plateau, a défini ce qu'étaient les crypto-monnaies, donc Bitcoin et stablecoin par extension. Et dans le cadre aussi des sanctions qui sont faites contre évidemment la Russie dans le conflit russo-ukrainien, il y a eu une sorte de durcissement, une gradation qui est au long cours, qui existe depuis le début du conflit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la crypto devient une sorte de classe d'actifs, ou du moins quelque chose de juridiquement défini. Donc quand on va émettre des sanctions et qu'on va harmoniser ces sanctions au niveau européen, là où avant c'était des sanctions qui pouvaient être appliquées au niveau national, on liste les cryptoactifs comme d'autres classes d'actifs que sont les actions, les obligations, même le cash. Et donc ça a été voté au Parlement européen cette semaine avec une vaste majorité, ce renforcement des sanctions dont la crypto en fait n'est qu'une petite partie, c'est juste une mention. Évidemment, les intermédiaires crypto rentrent dans ce cadre-là de respecter les sanctions, puisqu'il y a eu quelques contournements avec des prête-noms, des gels de avoirs qui n'étaient pas nécessairement respectés. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement la crypto se normalise et fait partie de ces textes-là. Alors, on va rester avec nous, puisqu'on va continuer à parler de ces sujets de réglementation et puis aussi de sanctions, toujours dans l'Union européenne, avec notamment une amende qui a été infligée de quasiment 3 millions d'euros. Owen Simonin, vous êtes toujours avec nous concernant aujourd'hui le non-respect de la loi néerlandaise anti-blanchiment d'argent et antiterroriste. Bon, on a perdu Owen Simonin, c'est pas grave, on est en direct sur BFM Business avec donc Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube HR et CEO de Meria, et puis donc Stanislas Barthélémy, senior manager crypto Web3 chez KPMG. On reviendra dans un instant sur la Banque des Pays-Bas qui vient d'infliger une amende de quasiment 3 millions d'euros à une plateforme concernant le non-respect de la loi néerlandaise sur le blanchiment d'argent et les règles anti-terroristes. On en reparlera dans un instant. Quels sont les autres sujets qui vous ont marqué ces derniers jours, Stanislas Barthélémy? Il y a des sujets un peu techniques, notamment une mise à jour qui a été faite sur Ethereum. Alors, on ne peut pas passer à côté, c'était mercredi, on voulait y revenir un peu plus tard, mais allons-y. Exactement, c'est que cette mise à jour est importante. Alors le but, c'est pas de définir techniquement ce que c'est un peu abscon parfois comme langage, mais c'est quand même quelque chose qui permet d'améliorer entre guillemets le nombre de transactions qui peuvent être faites dans l'écosystème Ethereum. Vous savez, l'écosystème Ethereum, c'est une couche principale Ethereum, et puis après d'autres, on va dire blockchain, d'autres technologies qui se greffent à Ethereum, et les frais de transaction grâce à cette mise à jour ont été baissés. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est utilisateur de cette infrastructure-là et qu'on envoie par exemple des stablecoins de l'USDC à l'autre bout du monde, on avait tendance à payer par exemple du 30 centimes, ce qui est quand même relativement cher. Et aujourd'hui, on est plus de l'ordre de moins de 5 centimes. Donc c'est surtout du confort pour les utilisateurs. Et puis ça va aussi plus vite pour l'utilisateur, pour l'achat. Exactement, c'est cette mise à jour donc qui permet à Ethereum d'être, on va dire, plus utilisable. Et puis après, on en parlera, il y a d'autres mises à jour qui sont prévues. En tout cas, il y a une longue roadmap technologique sur Ethereum. Owen Simonin, on vient vous retrouver. Merci d'être avec nous, donc fondateur de la chaîne YouTube HR. Juste pour revenir quand même sur cette mise à jour majeure qui était attendue. Je sais que Amaury et Guillaume en ont beaucoup parlé ces dernières semaines de cette mise à jour sur Ether. C'était mercredi. Comme vient de le dire Stanislas, ça réduit les frais. Quelle est la prochaine étape maintenant ? Il y a, sur le très court terme, quand il y a une mise à jour de cette ampleur-là, c'est surtout le monitoring de son application. Il y avait une promesse de réduire du coup les frais, mais ça va être surtout en pratique à quel point est-ce que ça les réduit. Certains s'attendaient à ce que ça les réduise de 10 fois, de 100 fois, et c'est le cas sur certaines blockchains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si Ethereum est une grande autoroute, dès que beaucoup de gens l'utilisent, ça devient compliqué de circuler. Et ça peut devenir intéressant d'utiliser d'autres réseaux, d'autres blockchains, ce que l'on appelle des layer 2, afin de réaliser des transactions plus rapidement et moins coûteuses. Cette mise à jour, c'est vraiment une mise à jour de compatibilité, puisqu'en fait, elle va permettre à toutes ces autres blockchains, à tous ces autres chemins alternatifs, de se reconnecter à l'autoroute principale beaucoup plus facilement. Ça augmente également la sécurité, ce n'est pas uniquement la réduction des frais, mais ça augmente également la rapidité de synchronisation. Et donc maintenant qu'il y a eu cette mise à jour, on constate déjà une baisse qui est complètement dingue, sur des réseaux comme Starknet ou encore Optimism ou Base, on est à plus de 90% de réduction au niveau des frais, donc des transactions qui passent des fois de 5-6 $ à quelques centimes seulement. Et c'était nécessaire dans une période où le monde entier commence à se réintéresser aux crypto-monnaies, découvre tous ces réseaux alternatifs qui permettent de profiter de la sécurité d'Ethereum, mais un utilisateur lambda
quelqu'un comme vous et moi ne peut pas payer 10, 15, 50, 100 euros de transaction à chaque fois qu'il veut faire une transaction ou faire quelque chose sur la blockchain. Donc ça arrive au bon moment. Maintenant, ça va être une question de monitoring et de vérification entre toutes ces nouvelles interactions entre les réseaux secondaires et le réseau principal, et vraiment voir si ça donne de nouvelles possibilités à ces Layer 2 pour toujours proposer des outils et des solutions plus utiles à la blockchain et à la finance décentralisée. Juste avant que la liaison ne coupe, j'allais vous demander, sur cette plateforme-là qui vient de recevoir une amende de quasiment 3 millions d'euros concernant le non-respect des règles anti-blanchiment, c'est vrai que c'est assez amusant de voir, enfin amusant c'est un bien grand mot, mais il y a assez peu de sanctions quand même en Europe. C'est assez notable, cette sanction qui a été infligée cette semaine aux Pays-Bas. Une sanction est toujours amusante pour celui qui l'émet, pas souvent pour celui qui la reçoit. Oui, alors en vrai, c'est pas un point qui est très important puisque c'est une habitude, en tout cas aux Pays-Bas, de distribuer ce genre de sanctions. Elles ont déjà été attribuées à Coinbase, par exemple, ou encore à Binance, pour la simple raison qu'ils ont été sanctionnés pour la partie où ils n'étaient pas enregistrés et où ils opéraient quand même. Et donc le régulateur néerlandais a tout simplement mis une amende à Crypto.com pour le grand nombre d'utilisateurs à qui il distribuait des services sur actifs numériques avant même de s'enregistrer auprès de la Banque centrale. Maintenant, il est enregistré, le problème est entre guillemets réglé et évidemment, Crypto.com va faire appel pour essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent delay ou en tout cas annuler cette amende, mais ils vont simplement payer pour avoir distribué ces services avant d'avoir la licence qu'ils ont aujourd'hui entre leurs mains et qui leur autorise à adresser ce marché. Il nous reste un peu moins de 3 minutes, mais c'est vrai quand même, revenons sur cette actualité majeure, Stanislas Barthélémy, KPMG, sur l'Ether, Owen nous a très bien expliqué, et puis je vous aussi juste avant sur cette mise à jour. Vous attendez quoi maintenant en termes pas de progression, mais en termes d'amélioration de la technologie sur Ether? C'est qu'elle soit plus utilisable dans le quotidien. J'imagine bien des institutions financières maintenant proposer des services, et en l'occurrence de faire du transfert de valeur véritablement à moindre coût, ce qui est la promesse historique de cette technologie. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on avance sur une des étapes qui était proposée notamment par Vitalik Buterin, c'est-à-dire qu'il a proposé une sorte de roadmap, on va dire voilà, il y a X mises à jour qui vont être faites dans le temps long. La première, c'était The Merge qui s'est passé en 2022, maintenant on est dans la deuxième. Alors vous allez voir, les termes sont, c'est un peu du gloubi-boulga. On est maintenant dans The Surge, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'on baisse les frais de transaction. Après, il y aura The Scourge pour éviter, si vous voulez, la centralisation. The Verge, The Purge, The Splurge, bref, tout ça, c'est faire en sorte que on passe vite fait de ce prisme encore très technique qu'on a quand on en parle et à se concentrer vraiment sur les cas d'usage, ce qui fait que demain, les Français et les utilisateurs de crypto utiliseront même de la crypto sans le savoir. C'est-à-dire que c'est juste du transfert de valeur avec moins d'intermédiaires et moins de frais. C'est ça qui est assez intéressant. Owen, le mot de la fin. On le voit également sur d'autres réseaux comme le Lightning Network, qui est un Layer 2, donc une seconde couche, mais pour le réseau Bitcoin, et qui est dans un ATH, donc au plus haut de sa capacité, avec plusieurs centaines de millions de dollars, mais également en termes d'utilisation. Il y a également des gens qui veulent rester sur Bitcoin et qui, tout comme Ethereum, l'autoroute commence à être surchargée de par son usage et de par le nombre de personnes qui veulent réaliser des transactions dessus. Donc, naturellement, quand les gens veulent utiliser un réseau, mais ça devient trop cher et trop compliqué, ils trouvent des alternatives et du coup, ça les pousse vers toutes les solutions de seconde couche, notamment le Lightning Network, qui est l'une des plus connues et l'une des plus utilisées sur la plus grosse crypto-monnaie du monde, le Bitcoin. Merci beaucoup à tous les deux. Stanislas Barthélémy qui nous accompagnait aujourd'hui, Senior Manager Crypto et Web3 chez KPMG. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui en studio. Merci également à Owen Simonin. Alors bon, on a une coupure de liaison, mais en tout cas, merci pour votre pédagogie et votre disponibilité à tous. Fondateur de la chaîne YouTube Asher et CEO de Meria. C'est la fin des Pros des Cryptos. Rediffusion ce soir à partir de 21h30. Et puis si vous êtes arrivé en cours d'émission, n'hésitez pas à retrouver cette émission en podcast, mais aussi sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Très bonne journée, très bonne soirée. BFM Business, BFM Crypto, les pros.